19h à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre au journal des provinces sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, de 35 à 25 000 francs congolais, le prix d'un sac de farine de maïs est revu à la baisse dans la province du Haut-Katanga. L'opération de vente a été lancée par le ministre provincial de l'économie. Et puis, dans la province du Kasaï oriental, la flambée du prix du ciment inquiète à Mbujimaï. Cette hausse vertigineuse impacte directement les travaux de modernisation des infrastructures d'intérêt public et social. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre aux 19h sur la télévision nationale congolaise. Une mission d'intérêt, une mission d'enquête parlementaire de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduite par l'honorable Olivier Nyangi, vient d'effectuer une descente à Kinkole, dans la commune de Lantsele, au site de relogement des sinistrés de Pakadjouma et Kawele. La situation humanitaire est désastreuse. On parle de manque de latrines, absence d'éclairage public, mais aussi apparition de certains cas de choléra. On en parle avec Blondine Wavingana dans ce reportage. Plus d'une trentaine de milliers de sinistrés du site Pakadjouma et Kawele, déplacés à l'hôpital général des références de Kinkole dans la commune de Lantsele, vivent dans des conditions humanitaires déplorables. C'est dans ce sens qu'une mission d'enquête parlementaire de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conduite par l'honorable Olivier Nyangi Kaonda, a effectué une descente ce mercredi 22 avril 2026 sur place pour palper du doigt ces réalités. Cette journée a débuté par une séance de travail avec les bourgmestres de la commune de Lantsele et la délégation de la Commission des droits de l'homme de l'APK. Ensuite, cette délégation s'est entretenue également avec les représentants des sinistrés et quelques membres de leurs familles victimes des incidents du mercredi dernier. La délégation a été submergée par les témoignages des sinistrés constitués en revendication. Certains dénoncent l'interruption totale de la scolarité des milliers d'enfants, l'absence plongeant ainsi les sites dans l'insécurité. Les deux centres de santé installés à l'intérieur du site manquent de tout, c'est-à-dire pas de médicaments, pas de matériel et même pas de motivation du personnel. Après la visite du site, la commission s'est entretenue avec le médecin chef de zone de Kinkole sur la problématique de la carence des latrines, avec comme conséquence directe l'apparition d'une dizaine de cas de choléra et de rougeole signalés, occasionnant une mortalité infantile galopante. Au camp CETA, la délégation a échangé avec le médecin directeur sur l'état de santé des victimes des récents troubles sécuritaires et leur prise en charge. Le rapport d'enquête de cette mission sera déposé dans le tout prochain jour au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répartir les responsabilités. Cap sur le contrôle et la transparence à l'Assemblée provinciale du Congo qui lance sa session de mars 2026 avec un calendrier chargé. On parle de la traque de recettes publiques, mais aussi du suivi des financements qui seront au cœur de débats. On en parle dans ce reportage. L'Assemblée provinciale du Congo a procédé ce mercredi 22 avril à l'adoption du calendrier de la session ordinaire de mars 2026 au cours d'une plénière organisée à son hémicycle à Kenge. La séance était présidée par le speaker, l'honorable Tite Mundngand, après l'appel nominal effectué par les rapporteurs attestant le quorum requis. Avant d'aborder les nouvelles matières, le président, l'honorable Tite Mundngand, a soumis au vote les matières inscrites dans le calendrier de la session passée. Il s'agit notamment de l'adoption des procès-verbaux, de l'audition du rapport de gestion financière et administrative de l'Assemblée provinciale, ainsi que l'examen du rapport de la commission d'information sur l'office de route. Parmi les nouvelles matières inscrites figurent notamment l'exploitation des rapports issus des vacances parlementaires, le contrôle parlementaire des recettes locales, des recettes à caractère national, ainsi que des apports des partenaires techniques et financiers. Les divisions et services d'assiette seront également soumis au contrôle des élus. Le suivi des édits déjà adoptés et l'examen de nouveaux textes législatifs constituent aussi un autre axe important de cette session. Par ailleurs, l'Assemblée provinciale procédera à la validation du mandat du suppléant de l'honorable professeur Denis Nzokatu, récemment décédé, afin d'assurer la continuité et la représentation effective des électeurs concernés. À l'unanimité, les députés provinciaux ont adopté toutes les matières qui doivent être traitées durant cette session de mars 2026.
Face à l'insécurité persistante en Ituri, les autorités provinciales et la MONUSCO intensifient les échanges. Le président de l'Assemblée provinciale a échangé justement avec le numéro 1 de la MONUSCO. Il s'agissait de consolider les stratégies dans la région. Reportage. Il a été très réceptif et nous croyons que, en tant que responsable numéro 1 de la MONUSCO, et la MONUSCO qui a une mission non seulement de métier, mais aussi de la stabilisation de la situation sécuritaire en province de l'Ituri et en République démocratique du Congo en général. Il pourra fournir des efforts pour venir encore en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo et aussi mettre des mécanismes en place pour que les forces de la MONUSCO, assemblées avec les FARDC, puissent apporter la paix à la population de l'Ituri. Nous croyons qu'avec le mandat actuel, la MONUSCO pourra continuer à apporter son savoir-faire afin que la paix puisse revenir dans les régions qui sont affectées à ces jours. Cette rencontre de haut niveau s'ajoute à plusieurs autres déjà tenues auparavant entre les responsables des Nations Unies, les autorités locales, témoignant de la volonté commune de renforcer la coopération face aux défis sécuritaires persistants dans la région. Et puis, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, poursuit avec la campagne agricole dans la province du Kasaï oriental. Il a inspecté les lieux où devaient être installés les centres des semences. Edi Chala. Après plusieurs sites visités dans le Haut-Lomami, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi Butondo, a poursuivi sa mission au Kasaï oriental avec une descente immédiate sur les terrains en Mbuji-Mayi. Du territoire de Lupatapata à celui de Miabi, son 4e territoire visité, il a d'abord évalué les pépinières des cultures pérennes qui évoluent normalement avant de visiter le site proposé pour les Kapsa à Kakangaï. Au cœur de cette mission de terrain, une priorité affirmée, la mise en place d'un centre d'adaptation et d'amélioration de la production des semences améliorées, CAPSA en sigle, dédié à la multiplication des semences, avec des infrastructures clés, notamment l'irrigation, une brigade motorisée, un garage technique, une station météo. Une approche concrète pour renforcer durablement la production agricole. Demander de faire une exploration pour voir quel va être le terrain le plus propice qui peut nous permettre de pouvoir implanter les CAPSA ici. On n'est qu'à une première inspection. On va envoyer les techniciens qui viendront effectivement faire le travail technique. S'ils valident que l'espace convient pour de telles infrastructures, et bien évidemment, la mission des types d'implantation va aussi venir de ce côté ici. Sur place en Mbuji-Mayi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Moïndo Nzangi, a rappelé l'essence de sa mission, lui confiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'arrêter immédiatement la faim au pays et ramener les populations vers les champs. Restons toujours dans cette partie du pays pour parler cette fois-ci de la flambée des prix du ciment. À Mbuji-Mayi, cette hausse vertigineuse impacte les travaux de modernisation des infrastructures d'intérêt public et social. Face à cette situation, le gouverneur s'implique pour réguler le marché et freiner cette tendance. On en parle dans ce reportage. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mboué-Bouakapo, est très préoccupé par la situation de la hausse de prix des ciments qui est passée de 26 à 40 dollars américains le sac à l'espace d'une semaine sur la ville de Mbuji-Mayi. Dans le cadre de la recherche des solutions, en vue d'arrêter cette flambée de prix à l'approche de la saison sèche où l'on construit des ouvrages, il a convoqué dans son bureau de travail les autorités de la cimenterie de Katanda en construction. Jean-Paul Mboué-Bouakapo voudrait savoir pourquoi les travaux de construction de cette cimenterie ne se terminent pas alors qu'on est déjà hors délai. En réponse, le directeur administratif de cette firme en construction a étayé les difficultés rencontrées. Parmi les difficultés, c'est l'état des lieux de la route entre Lubumbashi et Mbuji-Mayi qui n'est pas praticable. D'ailleurs, pour l'information, on avait déjà des camions qui étaient en route vers Lubumbashi, Mbuji-Mayi, mais qui ont fait demi-tour à partir d'Ngouba. Ils sont rentrés encore à Likasi. Des deux, vu aussi l'état des
pluvieuse à laquelle nous sommes en train de connaître actuellement, on avait dû stopper un peu les travaux sur site par rapport aux pluies. Mais comme la saison sèche commence maintenant, on va encore reprendre les travaux. Disons que la construction de la cimenterie de Katanda au Kasaï oriental a été officiellement lancée le 24 août 2024 avec promesse de produire le premier sac de ciment en février 2026. Pour le moment, on est encore loin du tunnel. Et puis la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, vient de boucler la première mission gouvernementale d'inspection et de contrôle de frontières à partir de Kalambambouji au Kasaï central, frontière entre la RDC et l'Angola. Tété Bongunja pour le reportage. À Kalambambouji, à la frontière entre la RDC et l'Angola, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, hausse les tons. Ici, entre la province angolaise de Lunda Nord et le Kasaï central, elle boucle une première mission gouvernementale d'inspection et de contrôle de frontières. Accueillie par le service migratoire angolais, la vice-ministre a parcouru près de 400 km sur une route fortement dégradée pour atteindre cette ligne de séparation naturelle entre les deux pays. Au cœur de la rivière Kasaï, elle s'est personnellement assurée de la matérialisation des limites territoriales, symbolisées notamment par une chaîne installée sur le pont frontalier. Les relations entre nos deux communautés sont au beau fixe. Je crois que vous avez vu, bien qu'on parle deux langues différentes, mais le dialecte est le même. Donc nous sommes de frères. Dans un contexte sécuritaire tendu, la RDC s'est dit sous pression. Sur place, Eugénie Tchelakamba appelle à une vigilance accrue. Message adressé aux services étatiques, mais aussi à la population. Renforcer le veille patriotique et ne rien laisser passer. Avant cette étape stratégique, la vice-ministre a fait escale dans la cité de Kalambambouji. Accueillie dans une ambiance chaleureuse, elle y a tenu un meeting centré sur la réconciliation, l'unité et la paix. Des valeurs jugées essentielles pour consolider la stabilité dans. Et puis, dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri, un vent d'espoir souffle à Nyangaray, où les autorités provinciales et militaires ont marqué une étape importante vers la paix. La levée du drapeau national dans ce village symbolise non seulement le retour de l'État, mais aussi la volonté de réconcilier les communautés longtemps éprouvées par des violentes armées. Junior Selemani, reportage. Désormais, le drapeau de la République démocratique du Congo flotte au village Nyangaray, dans le groupement Ougou, secteur de Walendou-Djati, territoire de Djougou. Ce geste intervient après une période de violence armée dans la région, symbole de couleur nationale. Il illustre l'engagement sans faille de l'administration militaire de l'Ituri placée sous le commandement du lieutenant-général Lubuyanka Shomadjouni, de pêcher sur place par l'autorité provinciale. Léon Yimba, chef d'antenne du Fonds national de promotion et de services sociaux en Ituri, était accompagné du chef de secteur de Walendou-Djati. Avec la restauration de l'autorité de l'État, grâce aux efforts de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, aujourd'hui, le FNPSS, d'abord comme établissement public de l'État qui poursuit le bien-être social de la population, l'autorité nous a envoyé sur terrain pour la première fois d'abord évaluer la situation sociale de ces milliers. Ensemble, ils ont encouragé les communautés locales au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique, pilier inscrit dans le plan social du FNPSS, dont le secrétariat technique est assuré sous la présidence de l'autorité provinciale. Cette mission a été saluée par la population locale qui souhaite également la présence de l'administratrice déléguée générale de cet établissement public en Ituri, maître Alice Mirimo, afin de constater les acquis de cette dynamique de paix. Il convient de noter que cette série de missions se poursuivra dans plusieurs autres localités du territoire de Djougou, renforçant ainsi la volonté de pacification et de cohésion sociale. Mobilisation sur la sécurité et la cohésion nationale. L'honorable Paul Ngonda a sensibilisé à sa base de Chopo avant de visiter les infrastructures socio-économiques de base. Redépenda. Il est revenu dans son fief naturel de Yaouma, province de la Chopo, avec un message de gratitude
à l'endroit de ceux qui l'ont mandaté à l'Assemblée nationale. L'honorable Paul Gaspard Ngondankoy a été accueilli très chaleureusement par la délégation des notables et l'ensemble de la population venue à sa rencontre pour écouter son message. L'élu de Yaouma a remercié sa base pour l'avoir élu massivement. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, a souligné que son séjour sera consacré à la visite de plusieurs infrastructures socio-économiques de base réalisées dans le cadre du vaste programme du gouvernement de 145 territoires qui demeure la matérialisation de la grande vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et ce, avant de les sensibiliser sur la vigilance sécuritaire et sur la cohésion nationale. Mosala nga liboso ezali kosangisa bana Yaouma ezali pona kokabola bino te. Nous devons tous travailler pour l'unité, éviter la haine et la division. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tobonga kaye Pachileto tobekaye maboko. Signaler tout mouvement suspect et inhabituel dans ce milieu, ne jamais rester distrait car notre pays subit encore l'agression rwandaise. Message capté 5 sur 5 par la population du territoire de Yaouma. Et puis, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka, a effectué une visite d'inspection, question de s'enquérir des travaux d'asphaltage de l'avenue Murunga au quartier joli site Kazembe à quelques enclavures de l'hôtel du gouvernement. Reportage. La modernisation urbaine poursuit son cours dans la province du Lualaba grâce à l'ingéniosité de la gouverneure Masuka. Le quartier joli site Kazembe se révèle aujourd'hui parmi les exemples patents. Les ouvriers s'activent à un rythme soutenu. Mercredi 22 avril 2026, la gouverneure du Lualaba a effectué une visite d'inspection sur l'avenue Mununga où elle a pu évaluer l'état d'avancement des travaux. Les avenues Kapulo, Kisanda, Moïse Tchombe et Assistant Nawej, autrefois impraticables, poussiéreuses en saison sèche et boueuses pendant la saison des pluies, sont progressivement transformées en routes modernes. Financés par l'exécutif provincial, ces travaux améliorent sensiblement la circulation et augmentent la beauté de ces coins situés non loin du gouvernorat. Sur un projet global de modernisation de 10 km de voirie, plus de 50% sont déjà réalisés. La gouverneure de province a voulu s'assurer que l'exécution respecte scrupuleusement les clauses du contrat. Pendant la saison de pluie, il était très difficile et là nous voyons que la société est en train d'accélérer avec les travaux. Nous voulons à la fin de la saison sèche que tous ces quartiers soient totalement asphaltés. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka a profité de sa visite pour encourager les habitants du quartier à s'inscrire auprès de la Société d'énergie du Lualaba afin de pouvoir bénéficier de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, comme le recommande le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que les gouverneurs des provinces soient beaucoup plus sur terrain que dans la sécurisation de ces taxes par une plateforme qu'on appelle Mpako. Partenariat qui va impacter positivement les recettes du Kasaï central, a-t-il annoncé par la suite. Nous venons de conclure avec l'autorité provinciale qui a accepté de matérialiser la vision du chef de l'État. Il y a une direction provinciale qui a sous-logé la régie, la cellule de comptabilité de matière qui dépendent du ministère des Finances. Moi, je viens juste pour enregistrer la CGT et constituer une base de données sécuritaire pour mettre à la disposition de l'autorité provinciale. Le chef de l'exécutif provincial a dans la foulée encouragé cette initiative qui va relancer le cadre des investissements et a réitéré son engagement de l'accompagner jusqu'au lancement des activités. Dans la province du Tanganyika, les autorités passent à l'action pour prévenir les catastrophes naturelles. Regardez cela, plus de détails dans ce reportage, allais-je dire. Les travaux de désobstruction des embâcles encombrant la rivière Lukuga ont été lancés et se poursuivent au niveau du pont de la Lukuga afin de restaurer le libre écoulement des eaux et de préserver cet ouvrage dans péril.
grâce à la réponse rapide du gouvernement provincial du Tanganyika. Les travaux progressent pour évacuer l'ensemble des détritus qui obstruaient les lits de la rivière. Les ministres provinciaux des Transports et de l'Environnement, Norris Moulongoi, qui supervise personnellement les travaux, a tenu à rassurer la population qu'aucune prise de risque ne sera tolérée. Les gouvernements provinciaux restent pleinement mobilisés pour prévenir tout débordement des eaux de la Lukuga, ainsi que toute attente à l'intégrité du pont. Eh bien, nous sommes en train de surveiller les travaux de désobstruction de la rivière Lukuga, qui était obstruée par les détritus venus dans le îlots du lac Tanganyika. Alors aujourd'hui, j'ai été envoyé par Excellence Monsieur le Gouverneur pour surveiller, superviser les travaux qui se font afin d'éviter les dangers qui guettaient déjà le pont Lukuga. Les travaux sont financés par la province, par le gouvernement provincial. Je pense que dans 3 jours ici, les travaux pourront déjà finir. Et il y a d'autres détritus qui se trouvent au niveau de la plage. Nous allons encore aller de ce côté-là pour tout enlever. Voilà. C'est un véritable soulagement pour la population du Kalemi qui salue la célérité avec laquelle les gouverneurs Kishan Kitunga Mutiba s'est saisi de ces dossiers à bras-le-corps et a permis la mise en œuvre d'une solution dans un court délai. Lutte contre les maladies infantiles dans la province du Lualaba, plus précisément à Fungurumé. La bourgmestre intérimaire Aline Makano a lancé la vaccination de VPO et VPOB. Le détail dans ce reportage. La zone de santé de Fungurumé a vécu un moment fort avec le lancement officiel des vaccins NVPO et VPOB, une initiative portée par le bourgmestre intérimaire l'honorable Aline Makano Chilombo. Profitant de cette occasion, l'autorité communale s'est entretenue avec les femmes venues pour les consultations prénatales et postnatales au centre hospitalier Ushuda situé dans l'aire de santé de la cité de Vallée. Elle a rappelé l'importance d'une attitude responsable et préventive pour les femmes enceintes et celles en période postnatale afin de garantir la santé de la mère et de l'enfant. La première citoyenne de Fungurumé, Makano Chilombo, a été accueillie par les comités dirigeants de cette structure sanitaire privée, conduite par son promoteur M. Nzeng Kachilond Jean, avant de recevoir son portrait. Le docteur Divine, représentant du corps médical, a prononcé un mot de circonstance saluant l'engagement des autorités locales pour la santé communautaire. Dans son allocution, l'honorable Aline Makano a rappelé la politique de la gratuité des maternités prônée par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et suivie avec rigueur dans le Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini. Elle a insisté sur la nécessité de maintenir cette mesure pour alléger les fardeaux de famille. Proximité avec la population, après avoir écouté les doléances des femmes présentes, Madame Makano a visité plusieurs blocs du centre hospitalier, réconfortant les malades internés. Dans un geste de solidarité, elle a versé une somme importante au bénéfice des femmes rencontrées sur place, renforçant ainsi la confiance entre l'autorité et la population. Dans la province du Kwilu, le gouverneur a déployé plusieurs activités que je vous prie de suivre dans ce reportage. Lancement officiel de la campagne de vaccination contre la rougeole, la roubeole et la poliomyélite, c'est mardi 21 avril 2026 au Kwilu. En collaboration avec le partenaire de la santé, la division provinciale de la santé sous l'égide du gouverneur de province Philippe Akamitou Ndolo, le Kwilu attend vacciner dans les 24 zones de santé de son espace plus de 1 337 239 enfants de 0 à 59 mois avec la co-administration du MVPO2 et MVPO bivalent de 2 gouttes par voie orale et une injection de vaccin rougeole, roubeole au niveau de l'épaule de 3 254 655 enfants de 6 mois à 14 ans. Après le mot d'humeur de la ville de Bandundu, celui du représentant de la division de la santé, le tableau dressé par le représentant des partenaires est plus qu'éloquent. Et depuis le début de cette année 2026, 4 cas confirmés de poliomyélite ont été déjà enregistrés. Plusieurs zones de santé sont en épidémie de rougeole, dans certaines zones de santé de notre province. Il faut noter que la poliomyélite, la rougeole et la rubéole restent parmi les maladies les plus dangereuses pour nos enfants.
Le gouverneur Akamitou Ndolo, qui n'a pas manqué d'éloges à l'endroit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour sa vision éclairée au profit du bien-être de la population congolaise, a lancé solennellement les débuts de la campagne qui s'étale sur une durée de 3 jours. Je déclare officiellement lancée la campagne de vaccination contre la rougeole, la roubeole et la co-administration du VPO dans notre province. À titre symbolique, le premier citoyen du Kwilu a administré une dose à un échantillon de sa population. Et puis le ministre provincial de la communication et médias du Haut-Katanga, Max Mpande-Kisimba, a visité les installations de la RTNC suivant les instructions du gouverneur Kazembe Choula, cela après avoir remis des émetteurs radio et télé. Reportage. Depuis l'acquisition du nouvel émetteur d'une puissance de 3 kW avec les systèmes d'antenne à 8 panneaux, dont du gouvernement provincial du Haut-Katanga, les travaux techniques ont déjà démarré et le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, a dépêché sur les lieux le ministre provincial de la communication et médias, Max Mpande-Kisimba. Accueilli par le directeur provincial intérimaire de la RTNC au Katanga, Alphonse Kiapi Mukala, le ministre Max Mpande a été conduit à la direction pour un échange avant d'entamer la visite. Sous la conduite du directeur, le membre du gouvernement provincial Kazembe a été dans la salle d'émetteur où les accessoires sont déjà fixés, le nouvel émetteur télé à côté de celui de la radio. La technique radio, la salle de montage ont été visitées ainsi que le grand studio radio en état de délabrement très avancé. C'était avant de prendre l'escalier pour faire un état des lieux du plateau de télé, la régie fixe télé et le grand plateau qu'on doit aussi réhabiliter pour que la RTNC au Katanga travaille dans de bonnes conditions. La salle de montage télé n'a pas été oubliée. Une fois les travaux techniques finis, le gouverneur de province intérimaire, Martin Kazembe Choula, ira lancer les signaux. Avant de quitter les installations de la RTNC, le gouverneur intérimaire, Martin Kazembe Choula, tient à la réhabilitation totale de cette chaîne de l'État congolais. Suivant à présent ce qu'a été le lancement de la formation des chauffeurs des engins de poids lourds. Reportage. C'est par ces mots du directeur provincial de l'UNPP Lualaba, Franck Kassanda Kachila, qu'a été officiellement lancée la filière des conduites des camions poids lourds, en présence de ses proches collaborateurs, notamment le sous-directeur Léon Kaonga, l'adjoint Perrault Jonas et Jolie Loukessé, ainsi que l'ensemble des agents. Le directeur provincial Kassanda est monté à bord d'un camion flambant neuf de marque OO, acquis sur fonds propres pour donner le go d'une caravane motorisée. Dans son allocution, le numéro 1 de l'UNPP au Lualaba a justifié cette acquisition par la nécessité d'adapter l'offre des formations aux réalités économiques de la province marquée par une forte activité minière. Ici, vous voyez cette mobilisation, c'est pour d'abord répondre aux besoins des entreprises dans le domaine de la conduite des camions poids lourds et aussi faciliter l'employabilité de la jeunesse de Lualaba. Le directeur provincial Franck Kassanda Kachila a également mis en lumière le leadership du directeur général Godefroy Stanislas Chimanga Ouamutwabo, qui fait de l'amélioration continue de la qualité de la formation professionnelle une priorité stratégique. Cette acquisition intervient à peine 6 mois après la prise de fonction de la nouvelle équipe dirigeante de l'INPP Lualaba. À Kinshasa, la Turquie a célébré ce 23 avril sa souveraineté et ses enfants à l'école Marif. Drapeaux congolais et turcs ont flotté ensemble et porter un même message, celui de l'éducation et du dialogue qui valent mieux que les armes, surtout dans un pays qui connaît le prix des conflits. La cérémonie était présidée par le secrétaire général à l'éducation nationale. C'est un reportage de Christelle Louindoula. Le rendez-vous a été une fois de plus respecté cette année. Ce 23 avril, l'école internationale Marif de Kinshasa a vibré au rythme de la Turquie. Élèves,
Professeurs et parents étaient réunis pour célébrer les 106e anniversaire de la journée de la souveraineté nationale de la Turquie et de l'enfance, une date instituée en 1920. L'ambassadeur de Turquie en RDC a insisté sur la nécessité de renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. De nombreux enfants victimes de la guerre et de la pauvreté sont encore privés d'éducation à cause des adultes ayant oublié leurs propres enfances. Le directeur général de l'école internationale Marif en RDC s'est adressé à la jeunesse. Il a appelé les élèves à prendre conscience de leur rôle dans la construction de l'avenir du pays, tout en insistant sur l'éducation transmise au sein de l'établissement. Aujourd'hui, cette journée spéciale est célébrée dans 64 pays, où la Fondation Marif de Turquie est représentée. Partageons la joie de nos enfants et croyons en leur œuvre. Le secrétaire général à l'éducation nationale a salué les partages d'expériences socio-culturelles et le développement d'une politique éducative de qualité au bénéfice des enfants. La cérémonie s'est clôturant en musique et en couleurs. Poèmes, chants et danses des deux cultures ont été présentés par les élèves, symbolisant les ponts culturels que veut incarner l'école internationale Marif. En religion, avant de nous séparer, les Baha'is du monde entier célèbrent la plus grande fête de Ridvan qui marque le renouvellement des institutions. C'est un reportage de Annie Kitenge. En République démocratique du Congo, la communauté des Baha'is de Kinshasa a célébré la fête de Ridvan au site de la maison d'adoration nationale Baha'i, au site de la maison d'adoration nationale Abi-Boissi-Kotra dans la commune de Lansélé. Un moment spirituel qui a permis aux 19 délégués issus de la convention unitaire du 19 avril dernier d'élire les membres de leur corps administratif local communément appelé Assemblée spirituelle locale des Baha'is de Kinshasa. Au total, 9 membres ont été élus, parmi lesquels 5 hommes et 4 femmes, à savoir Moïse Kitenge, Bebeto Atunda, Serge Wingi, Trésor Kalengai, Didier Ilunga, Karine Mouchia, Annie Ilunga Kitenge, Joël Mpagna ainsi que Chancel Samba. Les Baha'is, nous fêtons 3 jours. Nous fêtons le premier jour que Baha'u'llah était entré dans les jardins de Ridvan. Nous fêtons le 9e jour et le 12e jour. Et aussi, c'est le renouvellement des institutions, de l'institution locale. Gère les Baha'is, les communautés Baha'is au niveau local. Ces derniers vont siéger pour un mandat d'1 année. Les Baha'is aussi, sur le plan administratif, renouvellent leurs institutions en votant sans propagande, sans pose de candidature. Et cette façon de faire est une nouvelle façon d'enseigner. Lors de cette rencontre, l'Assemblée sortante a présenté le rapport annuel ainsi que le concept du futur centre de formation à Kinshasa et le siège administratif et spirituel de la communauté des Baha'is de Kinshasa. Ce journal réalisé par Yolande Voka est complètement terminé. Grand merci à Chikobi Pendou, Bergad Wanani, Evelyne Ikulamba qui ont assuré la partie technique. L'information continue sur nos antennes. Retrouvez à 20h Sandra Nyangitabou pour un nouveau journal. Excellente suite de programme. Au revoir.